Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le samedi 9 septembre, à 12 jours de la rentrée scolaire. Soyez les bienvenus sur Monaco Info, voici les titres qui seront développés. Le prince Albert II s'est rendu en Suisse pour visiter notamment les infrastructures de Solar Stratos. Le souverain est monté dans un avion électrique ainsi que sur un bateau solaire. Nous recevrons à ce propos l'explorateur et fondateur de Planète Solar. C'est une nouvelle rubrique. Chaque samedi, notre correspondante à New York, Alexandra Pani, nous présentera un focus Made in USA. Aujourd'hui, coup de projecteur sur la régate Lady Liberty avec un équipage monégasque. Pourquoi une pièce de monnaie a plus de valeur qu'une autre? Quelles sont les séries les plus recherchées? Qui sont les collectionneurs? Pour répondre à ces questions avec nous dans quelques instants, le PDG de la Monnaie de Paris. Retour sur la compétition de tennis amateur qui se déroulait cette fin de semaine au Monte Carlo Country Club. L'équipe de Monaco a remporté le tournoi Ascot. Et enfin, pendant que la Coupe du Monde de rugby se déroule en France, un tournoi international vient d'avoir lieu dans les Alpilles, une sorte de mini-Coupe du Monde de rugby pour les moins de 12 ans où Monaco était invité et nous y étions. Mais avant de développer ces titres, l'actu international, c'est bien sûr le tremblement de terre qui a surpris la population marocaine en fin de soirée. Vendredi, il était environ 23 heures, un séisme de 6,8 sur l'échelle de Richter. L'épicentre, la province d'Al Haouz. Le séisme a provoqué d'importants dégâts et semé la panique à Marrakech et dans de nombreuses villes. Il y a des centaines et des centaines de victimes. On a largement dépassé le millier et le bilan est provisoire. Ce samedi, le prince Albert II a écrit au roi du Maroc et a exprimé sa vive émotion et sa profonde tristesse lorsqu'il a appris la tragédie qui touche le peuple marocain. Le souverain a adressé au nom de la principauté et de sa famille ses sincères condoléances aux familles et aux proches des victimes. Ses pensées, ses prières se tournent également vers les services de secours ainsi que vers les personnes qui viennent en aide aux blessés. Je le disais dans les titres, il y a tout juste 2 ans, le prince Albert II effectuait le premier vol d'un chef d'État dans un avion électrique. Et bien 2 ans après, le souverain s'est rendu en Suisse pour visiter le camp de base de Solar Stratos, où il a essayé un simulateur de vol et il est remonté ensuite dans un avion électrique avec le même pilote qu'il y a 2 ans, l'explorateur aventurier, le fondateur de Planète Solar que nous recevons aujourd'hui. Raphaël Donjean, bonsoir. Bonsoir. Il y a 2 ans, je viens de le dire, le souverain a effectué un vol à bord d'un avion électrique. C'est vous qui le pilotiez. Vous étiez déjà dans quel état d'esprit à ce moment-là? Parce qu'il y a toujours un risque et vous étiez avec un chef d'État quand même. Oui, alors surtout, c'est vrai que le vol depuis Nice jusqu'à Monaco, c'est un vol très tendu. C'était il y a 2 ans, ça n'avait jamais été fait auparavant. Et surtout, on était sur de l'eau. Il y avait peu d'options. Le vol qu'on a fait donc ce lundi avec le souverain, on était sur quelque chose de moins engagé, hein. Chez nous, il y a beaucoup plus de champs qui sont disponibles. Mais c'est vrai que il y avait un peu de tension, je dirais, avant le vol. Et c'est le souverain d'ailleurs qui m'a rassuré, qui m'a dit, Raphaël, maintenant, il faut y aller. Sinon, on va jamais partir. Et justement, vous l'avez dit, hein, en ce début de semaine, le souverain s'est rendu donc en Suisse pour visiter vos infrastructures. En quoi consistait la visite du souverain? Pourquoi cette visite, tout simplement? Ben, je pense d'abord c'était pour venir voir Solar Stratos, c'est vrai qu'il avait déjà suivi Solar Impulse et il avait envie de venir voir notre avion solaire biplace. On a pu l'emmener dans le simulateur, hein. Il a volé Solar Stratos dans le simulateur 3 axes. Et puis c'était aussi une visite à l'initiative du canton de Neuchâtel et de la ville de Neuchâtel qui souhaitait l'inviter pour le recevoir, mais également une visite du CSEM, hein, dans le Centre suisse d'électronique et de microtechnique. On lui a montré un laboratoire où on fait des recherches pour les cellules photovoltaïques du futur. Par exemple, on lui a montré des panneaux solaires qui sont blancs, qu'on peut mettre en façade, qui sont blancs, où peut même mettre des photos. Et c'est clair que pour une cité comme Monaco, ça pourrait vraiment avoir un avenir extrêmement important pour justement l'architecture et également produire de l'énergie dans des villes comme Monaco. Parlez-moi justement de Solar Stratos, votre société. Alors, notre société Solar Stratos, elle a développé un avion solaire biplace dont l'objectif final est d'aller dans la stratosphère, de tenter de rejoindre la stratosphère à l'énergie solaire. C'est réaliser le rêve d'Icare 4000 ans plus tard. Et ça, c'est vraiment l'objectif de Solar Stratos, c'est de promouvoir l'énergie solaire, l'aviation du futur aussi, hein. Ce qui est important, ce que je pense, c'est qu'il faut montrer des perspectives aux jeunes d'aujourd'hui et de demain, leur dire que dans le monde de demain, on pourra toujours voyager, on pourra toujours voler, mais on le fera beaucoup mieux qu'aujourd'hui, sans brûler de carburant, sans émettre de CO2 et sans bruit. Parlez-moi justement des performances de vos avions, que ce soit les avions électriques, solaires. Parlez-moi des performances de ces avions-là. Si on parle de l'aviation solaire, ce qui est assez incroyable, c'est qu'on est capable de voler avec Solar Stratos uniquement. Alors là, ce qu'il faut bien sûr, faut qu'il y ait du soleil. On est capable de voler uniquement grâce à l'énergie du soleil. Donc on peut voler de manière stabilisée uniquement grâce aux rayons du soleil. Et avec les avions électriques aujourd'hui, alors on est toujours limité en termes d'autonomie, hein, avec le pipistrel.
Mais voilà, on a quand même parti de Payerne, on était jusqu'à Neuchâtel, on a survolé le Jura sans émettre la moindre bruit, la moindre goutte de carburant et sans émettre aucun CO2. Donc c'est vraiment des performances qui sont tout à fait comparables à un avion classique. Un peu moins d'autonomie pour l'instant, mais ça va venir. Parlez-moi de ce déplacement du souverain. Il a visité votre entreprise, mais pas que, hein. Tout à fait. Donc, ensuite, il a été également reçu par le Conseil d'État Incorpore de Neuchâtel, par les autorités d'avis de Neuchâtel. Et on a été également aussi lui montrer un projet qu'on a en commun avec la Fondation du Prince Albert II de Monaco, qui est d'amener un bateau solaire sur le lac Titicaca à 4000 mètres d'altitude. Ce sera le bateau solaire le plus haut du monde. C'est un endroit qui est extrêmement sensible, fragile, hein. C'est un lac qui est très fragile et les moteurs thermiques fonctionnent très mal. Et probablement un des meilleurs moyens pour se déplacer sur ce lac, c'est avec des bateaux électriques et solaires. Et l'objectif, c'est l'année prochaine d'amener ce bateau solaire sur lequel il a navigué sur le lac de Neuchâtel, c'est d'amener ce bateau solaire sur le lac Titicaca, de montrer aux gens de la région qu'on peut se déplacer avec des bateaux électriques et solaires et que c'est beaucoup plus efficace du point de vue économique, mais aussi vraiment beaucoup plus efficace du point de vue de la protection de l'environnement et de leur lac. Vous l'avez évoqué hein, partiellement, mais quels sont concrètement les objectifs de votre entreprise? L'objectif vraiment de notre entreprise ou de la Fondation Planète Solar, c'est pas de vendre des produits. Nous, on est vraiment là pour montrer aux jeunes qu'il y a des solutions. Vous savez, on sait aujourd'hui que parler des problèmes, des changements climatiques, c'est pas ça qui va nous faire changer. Donc, il faut montrer un avenir qui est enviable. Et nous, c'est ce qu'on essaie de réaliser, c'est de montrer que dans le monde de demain, on pourra toujours faire ce qu'on fait aujourd'hui, se déplacer, faire des choses qui peuvent être inutiles, mais on le fera sans brûler de carburant, sans émettre de CO2 et sans aucun bruit. Raphaël Donjean, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous. Raphaël Donjean est pilote d'avion, mais c'est aussi un navigateur. Il a été le premier à effectuer un tour du monde à l'énergie solaire à bord d'un catamaran. Et à ce propos, nous nous rendons à New York pour cette rentrée avec une nouveauté, une chronique hebdomadaire Made in USA avec notre correspondante Alexandra Pani. Un focus de l'actualité depuis outre-Atlantique et on commence ce soir avec le premier épisode. Bonsoir Alexandra. Bonsoir à vous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous depuis les États-Unis. Dans ce nouveau format, je vous parlerai bien entendu des actualités et événements liés à la principauté qui se déroulent sur le sol américain, mais je vous proposerai également des éclairages sur les tendances que l'on trouve ici et qui pourraient vous séduire, je l'espère, à Monaco. Un rendez-vous, Alexandra, on le rappelle, chaque samedi. Et pour cette première, vous nous proposez de prendre le large. Exactement, on oublie souvent que Manhattan est une île, nous sommes entourés d'eau, à l'est nous avons l'East River, à l'ouest l'Hudson River et au nord la Harlem River. La pratique des sports nautiques est donc bien répandue ici et Manhattan possède son propre yacht club. Ils organisent actuellement la Lady Liberty Regatta et un équipage monégasque a d'ailleurs fait le déplacement. Nous les avons suivis, je vous invite à découvrir cela. Elle navigue pendant 3 jours sous l'œil bienveillant de Lady Liberty. 12 équipages et à leur bord uniquement des femmes, c'est là tout le principe de cette régate. Elles sont originaires de 9 pays différents, l'Australie, le Canada, la Corée, la France, l'Islande, le Japon, la Suède, les États-Unis, mais aussi un équipage de la principauté. Elles sont 6 à composer l'équipage Pink Wave qui participe à cette compétition pour le Yacht Club de Monaco. Pink Wave, c'est une plateforme de maintenant 55 femmes du Yacht Club de Monaco. On a commencé à 5 il y a 4 ans et ça a poussé vraiment très bien. On a tous les niveaux, tous les âges, toutes les nationalités et surtout on s'amuse, on s'éclate, on progresse ensemble. La chose qui est chouette d'avoir 55 filles disponibles, qu'on peut toujours dire « Eh oh, il y a un régate, il nous faut 6 personnes, qui veut venir ?» On constitue une équipe. Le départ est donné depuis le clubhouse flottant du Yacht Club, l'honorable William Hall. La Lady Liberty Regatta est organisée par le Yacht Club de Manhattan. Au programme, 3 journées de cours sur ces voiliers J24, tous identiques. Mais entre chaque épreuve, les participantes devront échanger leur voilier. C'est l'une des difficultés de cette régate, mais pas seulement. La première difficulté qu'on va rencontrer et qu'on n'a pas à Monaco, c'est le problème de marée et de courant induit par la marée et par la rivière l'Hudson
qui forcément change par rapport à la navigation à Monaco. On peut naviguer sur un bord et là ça marche très très bien, et puis dès qu'on vire, on se retrouve avec le bateau qui part en crabe, etc. Donc oui, c'est très 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 différent de chez nous. Autre visage bien connu en principauté, Alexia Barry est venue représenter la France, accompagnée par ses 3 coéquipières pour The Famous Project. On s'apprête à tenter de battre le record du bateau le plus rapide autour de la planète. Phileas Fogg, ça vous dit quelque chose? Le tour du monde, ce ne sera pas en 80 jours parce qu'on doit battre 40 jours et 23 heures. Donc être ici à Manhattan, c'est l'opportunité pour nous de rencontrer des filles qui viennent naviguer de tous les coins de la planète, passer un moment, s'ouvrir sur le monde, et pour nous passer un moment ensemble sur un petit bateau qui va moins vite que le nôtre, mais qui nous apprend à communiquer, qui nous apprend la patience, qui nous apprend beaucoup de choses. Une compétition avant tout placée sous la cohésion d'équipe et le bon esprit, avec une toile de fond digne des plus grands chefs-d'œuvre du 7e art. Et l'histoire du Yacht Club de Manhattan est intimement liée à celle du Yacht Club de Monaco, comme nous l'explique son commodore. Yeah, this week we're hosting the Pink Wave team from Monaco as part of the Lady Liberty Regatta. So teams from all over the world, women teams, are here competing in front of the Statue of Liberty. And then next week our yacht club flies over to Monaco because we're going to race in Monaco Classic Week. We've raced there several times before. We skipped the regatta during COVID, but the members are very excited to go back. In 2019 we had 35 members fly over. This year, everybody's really ready to go, so we're going to have a team of 50 members flying over to Monaco. Yeah, the history of the Manhattan Yacht Club dates back to 1987, and Yacht Club de Monaco was founded a little earlier. But you have a great prince who became head of the yacht club and did an event to race across the Atlantic Ocean to New York City before our club was founded. And once our club was founded, we started working together. And it's great because we're happy to host people from Monaco here in New York City, and the place that New Yorkers want to go is Monaco. So together we've worked well and had a lot of fun together. Merci Alexandra. La Lady Liberty Regatta se poursuit ce dimanche et je vous rappelle effectivement que la Monaco Classic Week se déroulera du 13 au 16 septembre en Principauté. Nous y reviendrons sur notre antenne bien sûr. De New York, on prend la direction de la capitale française et on va parler d'argent, ou plus précisément de pièces de monnaie de collection, avec le président, directeur général de la Monnaie de Paris, Marc Schwartz. Bonsoir. Bonsoir. Nous avons reçu un invité il y a quelques jours pour nous parler de la monnaie qui disparaît peu à peu de nos portefeuilles au profit de la carte bancaire ou des paiements numériques. Et pourtant, la monnaie, le liquide, ce que l'on appelle le liquide, n'a pas disparu, lui, hein, bien au contraire. Alors absolument, vous avez tout à fait raison. Je pense même que le cash ne va pas disparaître, l'argent liquide, les espèces ne vont pas disparaître. Il y a un phénomène tout à fait paradoxal, d'ailleurs, on appelle ça le paradoxe des espèces, qui est que dans des périodes où on utilise certes moins le liquide, les espèces pour payer au quotidien, on en garde davantage pour se préserver contre les incertitudes ou les risques de l'avenir. Et donc tous les économistes ont constaté que dans les périodes de crise, eh bien, la demande d'espèces augmente. Et ce que je vous dis est vrai dans la zone euro, dont nous faisons partie, est vrai aussi aux États-Unis, est vrai dans toutes les grandes zones monétaires mondiales, si bien que les espèces en circulation n'ont jamais été aussi importantes qu'aujourd'hui. Alors qu'il y ait plus d'espèces ou moins d'espèces en circulation, en revanche, ça n'enlève pas l'aspect collection de l'objet en lui-même, comme les pièces que vous faites paraître à la Monnaie de Paris. Pour ce qui concerne les pièces de monnaie, vous avez aussi les billets, bien sûr, se divisent en 2 catégories. Vous avez des monnaies courantes qu'on utilise pour payer, pour faire votre course le matin, et vous avez des monnaies de collection. Les monnaies de collection, ce sont des pièces de monnaie, des vraies pièces de monnaie avec une valeur faciale, avec le sceau de l'État qui l'émet, et qui ont une valeur faciale qui est différente de la valeur faciale des pièces qu'on utilise pour payer au quotidien. Par exemple, l'euro, ça commence à 1 centime et ça va jusqu'à 2 euros pour l'euro courant. Eh bien, les monnaies de collection, ça commence à 10 euros. Ça peut aller jusqu'à même 5 000 ou 10 000 euros de valeur faciale. Il y a des séries plus prisées que d'autres. Je pense notamment aux séries ou aux pièces monégasques. Les séries monégasques sont très prisées. Je dois dire que la principauté, le palais princier ont une politique qui est une politique très avisée, très recherchée par les numismates d'émission pour les monnaies de collection, et notamment par le fait que les tirages sont très limités. Et en matière de collection, la rareté fait l'intérêt.
et la rareté fait le prix. Vous émettez régulièrement des pièces de 2 euros commémoratives qui illustrent d'ailleurs souvent la longue lignée, la longue et prestigieuse lignée des princes et des princesses de Monaco qui se sont succédés à la tête de la principauté. Et ces thèmes-là sont très prisés par les collectionneurs monégasques, mais pas seulement, également par des collectionneurs internationaux. Et par ailleurs, comme les tirages sont limités, la rareté fait que ces pièces sont très demandées et que, par exemple, certaines pièces émises par la principauté, je parle de pièces de 2 euros, hein, peuvent atteindre des cours dépassant plusieurs milliers d'euros sur le marché secondaire. Quelles sont les collections les plus prisées en règle générale? Il y a une logique dans tout ça? Certains collectionneurs sont très attachés au thème traditionnel de la numismatique. La Semeuse, le Napoléon, la Marianne, les pièces émises sous le sceau de la République française, sont toujours des pièces qui sont très prisées. Deuxièmement, et on est d'actualité, ce point est d'actualité, les grands événements sportifs, les pièces commémorant les Jeux Olympiques de Paris 2024, l'année prochaine, la Coupe du Monde de rugby qui débute en ce moment même, ou d'autres événements sportifs sont aussi très demandés. Troisièmement, vous avez toujours un attrait important pour des grandes marques ou des grandes licences internationales. Je pense par exemple à Harry Potter, qui a été un grand succès chez nous, ou le centenaire de Disney, qui se déroule également en ce moment. Eh bien là, nous réussissons à attirer à nos collections des personnes qui sont attirées autant par le thème que par le fait qu'il s'agit d'une monnaie de collection qui a une certaine rareté. Et on a une idée d'ailleurs du nombre de personnes qui collectionnent les pièces de monnaie? Alors c'est difficile à estimer parce qu'ils s'inscrivent pas dans un registre, mais nous estimons que en France, on parle de la France, nous aurions à peu près entre 100 et 150 000 collectionneurs au sens de collection de pièces traditionnelles, de numismatiques. Mais quand nous diffusons une pièce de monnaie comme la collection Harry Potter il y a 3 ans, nous avons entre 600 et 800 000 pièces qui sont écoulées sur le marché français dans le monde entier. Et vous sortez combien de pièces, de séries différentes par an à peu près? Chaque année maintenant, c'est entre 25 et 30 séries de monnaies de collection qui sont émises par la Monnaie de Paris. Et lorsqu'on parle d'une série, ça peut atteindre 5, 6 ou 7 coupures différentes. Ça peut commencer à 1/4 d'euro. Hein, nous avons par exemple pour la collection rugby qui est sortie le 8 septembre, une pièce de quart d'euro qui peut aller, et ensuite 10 euros en argent, 50 euros, 100 euros, 250 euros. Et comme je vous l'indiquais tout à l'heure, pour les pièces en or qui sont les pièces vraiment de très haut de gamme, pourrait-on dire, ça peut aller jusqu'à 1000, 2500, 5000, 10 000 euros. Marc Schwartz, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous de m'avoir reçu. Après 3 jours de compétition, la finale du tournoi de tennis Ascot s'est achevée aujourd'hui. L'équipe de Monaco a remporté la victoire face aux Canadiens. Depuis 2009, cette compétition a lieu ici à Monaco et rassemble des joueurs de tennis amateurs du monde entier. Reportage d'Émilie Terrasson et Julien Logier. Victoire de Monaco ce matin sur les cours du Monte Carlo Country Club. Un match contre les Canadiens qui s'est achevé par une 4e victoire de la Principauté. Avant le match, l'objectif était bien clair. Comme tout joueur de tennis, quand on rentre sur un court, c'est pour gagner, donc on va donner le maximum. Et puis quand on est chez nous, à Monaco, qu'on représente la Principauté, et notamment ce club magnifique, on n'a qu'une envie, c'est de gagner. En 1992, cette compétition est née d'une envie de créer une rencontre entre des habitués du jeu en double, des équipes composées de non-professionnels mais qui partagent la même passion. C'est basé sur du réseau avant toute chose, ce sont des recommandations, des joueurs qui ont aimé, qui en recommandent d'autres et qui fait que de fil en aiguille, on arrive quand même à atteindre d'autres continents. Mais qu'ils soient américains, européens, sud-américains ou asiatiques, il y a un dénominateur commun, c'est que tout le monde a une passion pour le tennis. En plus des 16 équipes hommes, 6 équipes femmes s'affrontent entre elles, et ce, depuis peu. We're very excited here to bring our company Elite Tennis Travel to bring the ladies to Monaco because this is an unbelievable scenario for us. Un tournoi en double qui s'est donc achevé aujourd'hui avec la victoire de l'équipe masculine de Monaco. Et toujours dans l'actualité sportive, sachez que la Roca Team a subi sa première défaite en pré-saison lors du match amical en Turquie à Antalya face à l'équipe turque de Beşiktaş, 70-95. Pour info, l'équipe des Roca Boys était loin d'être au complet. Prochain rendez-vous ce dimanche pour un autre match amical face à l'Anadolu Efes. Nous reviendrons demain sur ce choc entre cadors d'Euroleague.
Est-ce que tu viens pour les vacances? Vous connaissez probablement les paroles de cette chanson des années 80 de David et Jonathan. Alors que la rentrée scolaire s'effectuera ce lundi, eh bien nous nous sommes demandé ce que vous aviez fait pendant ces vacances et ce que vous aviez préféré. Voici les réponses. Mon meilleur souvenir de vacances, c'est quand j'ai visité la Toscane, la région, la Toscane et les Dolomites. Pourquoi ça vous attend? Parce que ça m'a plu, parce que la Toscane, il y a des gens formidables, on mange très bien, ils sont très accueillants. Et les Dolomites, je suis allé l'hiver et l'été. Et c'est un monsieur qui travaillait ici et qui était des Dolomites qui m'a fait connaître en haut. Et après, il a construit, vous savez, des maisons d'hôtes et je suis allé chez lui. Je dirais une journée en bateau aux îles de Lérins. Bien, cette année, je suis partie en croisière avec ma fille, à croisière Costa. Je ne devrais pas dire le nom, mais enfin, 10 jours et c'était merveilleux, voilà. On va dire le Grand Prix, moi j'y habite, mais c'est le Grand Prix pour moi. C'est exceptionnel le Grand Prix. Bah oui, le Grand Prix de Monaco. Les yachts, tout ce qui est le casino, tout ça, c'est joli quoi. Et oui, Monaco, c'est joli. Le rugby est au cœur de toutes les attentions en ce moment avec le début de la Coupe du Monde en France. Qui ne sait pas que les tricolores ont battu les All Blacks en match d'ouverture, par exemple. Eh bien, au même moment, ce week-end, le club Ovalive des Mossane les Alpilles organisait un tournoi international exceptionnel, une sorte de mini-coupe du monde de rugby pour les moins de 12 ans, où Monaco était invité. Yannick Debevert, Olivier Bonello et Gianfranco Bortolin se sont rendus sur place pour suivre cette jeune sélection de la Fédération monégasque de rugby. Voici votre Focus Info. Ils ont entre 10 et 11 ans et ce week-end, sur le terrain, ces jeunes rugbymen représentaient fièrement la principauté de Monaco. On donne tout maintenant. Vous êtes prêts, oui ou non? Oui! Oui ou non? Oui! En parallèle de la Coupe du Monde de rugby organisée en France cette année, le club Ovalive de Mossane les Alpilles a désiré faire évoluer son tournoi local en véritable compétition internationale. 8 équipes ont été invitées pour former 2 poules. La première composée de la France, la Nouvelle-Zélande, l'Angleterre et l'Espagne, et puis la seconde où l'Irlande, la Suisse et l'Italie accompagnaient Monaco. Il fait très chaud, donc on essaie de les faire boire énormément. C'est leur premier tournoi en U12 parce qu'on a beaucoup de première année. Donc c'est une découverte, partir de la maison, hier l'hôtel, voilà. C'est aussi une première expérience pour eux, rugbystique mais humaine aussi. Pour le premier match, les jeunes monégasques ont eu bien du mal à rivaliser avec leurs amis irlandais, plus grands et beaucoup plus puissants. Vaillants, ils se sont tout de même battus toute la rencontre, mais logiquement, l'Irlande s'impose 9 essais à 0. Potatoes. Potatoes is our key in Ireland. Plenty of potatoes. Donc on va se remotiver et se reconcentrer sur le deuxième match. Et je suis sûr qu'on va faire mieux. J'en suis persuadé. Vous en avez envie? Oui. Allez. Et après l'effort, le réconfort. La délégation monégasque de Monaco est attendue au quiz, s'il vous plaît. Parce que le tournoi Ovalive, c'est aussi le tournoi des terroirs du monde. Chaque équipe était invitée entre les matchs à découvrir les produits du terroir provençal. Ce club que nous avons créé il y a bientôt 10 ans s'est donné comme objectif initialement de créer une école de rugby, c'est chose faite. On a aujourd'hui 140 enfants sur 5 villages de la vallée des Baux. Et de créer un tournoi de rugby un peu original, centré sur les enfants, avec le désir de valoriser nos spécialités agricoles et gastronomiques et d'éduquer les enfants à cette gastronomie. Il y a une relation, je dirais presque d'amour entre la vallée des Baux et Monaco, puisque, comme vous le savez, la famille Grimaldi est liée au rocher des Baux. Le prince Albert et son fils aîné sont marquis des Baux. Et donc il y a ce lien et très vite il nous a semblé logique et évident. Et d'ailleurs j'insiste sur le fait que la première équipe qui a donné son accord, c'est Monaco. Plein de force, les U12 de la Fédération monégasque de rugby pouvaient repartir sereinement au combat. Cette fois, face à l'Italie, c'est une toute autre histoire que lors du premier match. Les Rouges et Blancs se font plaisir et enchaînent les essais dans ce derby face à l'équipe piémontaise pour une victoire 8-2. C'était un super match. Des fois, on était, moi personnellement, j'étais fatiguée à des moments, mais j'ai repris. Je pense que les autres devaient être comme ça. On a bien joué. Moi, je pense que c'était un super match.
La place en demi-finale se joue maintenant face à la Suisse. Il faut au moins un match nul pour terminer deuxième de la poule et accéder au tour suivant. Il reste 2 minutes les gars, 2 minutes pour marquer, allez, allez! Dans un match tendu, Monaco est mené 2-1 jusqu'à 30 secondes de la fin. Dans la fatigue, on fait n'importe quoi, on fait que rendre les ballons, on subit, mais bon, on apprend. Donc j'espère qu'ils vont réussir à égaliser et qu'on passe en demi contre la Nouvelle-Zélande demain matin. L'essai de la libération arrive finalement au bout d'un dernier assaut. On a la chance de jouer une demi-finale demain, c'est super, vous l'avez mérité et on va jouer crânement notre chance demain matin. D'accord? Ça va? Oui. Et on peut sourire quand même, hein? Bravo, bravo, hein, bravo. Avec 7 ou 8 premières années, hein. Ok, allez. Bravo les jeunes. Bravo les jeunes. Daguet. La première journée du tournoi s'achève sur le terrain, direction maintenant le grand banquet. Chaque équipe a ramené une spécialité de son terroir à faire découvrir aux autres et tout cela devant le match d'ouverture de la Coupe du Monde de rugby France-Nouvelle-Zélande. C'est un événement qui réunit deux choses que j'adore, le rugby, l'esprit rugby et puis la gastronomie. Voilà, donc en fait, tous ces enfants qui viennent de différentes régions, de régions dans lesquelles il y a une culture gastronomique, qui ne le savent peut-être pas d'ailleurs, eh bien ils viennent jouer au rugby, ça ils adorent, et puis en jouant au rugby, eh bien ils vont picorer ici ou là, et finalement en faisant cela, eh bien ce sont des petites graines qui sont semées dans leur tête et sur leurs papilles pour que ces beaux produits du terroir et l'esprit du rugby perdurent. Chez les U12, la Nouvelle-Zélande avait battu l'équipe de France le matin en ouverture du tournoi. Heureusement, le 15 de France a pu venger ses jeunes espoirs pour entamer la Coupe du Monde de la meilleure des manières. Samedi matin, Monaco a retrouvé les jeunes néo-zélandais en demi-finale mais n'ont pas fait le poids face aux futurs vainqueurs. Ils terminent finalement 4e de cette mini-Coupe du Monde. Un tournoi enrichissant et prometteur pour la Fédération monégasque de rugby. Une compétition qui a été une bonne préparation pour le tournoi de Sainte-Dévote qui se déroulera en avril prochain. Passons à la météo. Quoi de neuf du côté du ciel, Vanessa? Bonsoir Fabien, bonsoir à tous. Pas de grands changements, le temps restera dégagé avec du soleil. Les températures iront de 23 à 29 degrés. Le soleil se lèvera à 7h02 et se couchera à 19h52 et nous fêterons les Inès. Merci Vanessa. Inès Takeya est une sainte morte décapitée au Japon, c'est joyeux, à Nagasaki le 10 septembre 1622. Elle était l'épouse d'un Japonais converti au christianisme. Nous sommes allés dans ce journal à New York pour suivre une régate féminine. Eh bien, on va aller encore plus loin et on va prendre une machine à remonter le temps avec les photos du jour pour clore ce journal. Elles sont consacrées à la Monaco Classic Week de 2003, il y a 20 ans. Ce sont des photos à l'époque de Charlie Gallo que l'on embrasse. L'occasion de vous rappeler la prochaine édition de la Monaco Classic Week qui se déroulera du 13 au 16 septembre prochain. On se retrouve dimanche à 18h30. C'est une nouveauté, notez-le bien dans votre agenda. Tous les dimanches à 18h30, un nouveau journal. Ça sera désormais votre rendez-vous dominical avec l'actu monégasque. Je vous souhaite de passer une excellente soirée et à demain.